conseils pour faire des économies face à la vague de froid qui s'annonce en Israël. Et Dubaï investit pour 12 milliards de dollars dans une société israélienne de fintech dirigée par un franco-israélien. Salut à tous, bienvenue. C'est le moment d'écouter Daniel Guggenheim, notre docteur en économie, pour ses chroniques sur la presse, savoir ce qui a buzzé cette semaine. C'est un peu l'objectif de l'émission. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. On va commencer avec un sujet, somme toute, anodin, le froid, la météo. Et pourtant, la météo et l'économie ont des liens. Ça a des conséquences. Lorsqu'il fait froid en Israël, on dépense autrement. Oui, tout à fait. On attend en Israël une vague de froid pour ces prochains jours. On parle de la semaine prochaine aussi. Et on l'appelle Coral. Vous savez sûrement, il a été décidé de l'appeler Coral. On parle même de neige à Jérusalem, etc. Et donc, les journaux économiques ont décidé à ce moment-là de voir quelles sont comme vous avez dit, les conséquences économiques par rapport à ce phénomène-là. Alors, la première chose qu'ils ont remarqué, c'est ces derniers jours, depuis qu'il y a eu cette annonce de froid polaire qui va arriver sur Israël, une augmentation de 70% d'achats de tout ce qui est pour se chauffer, radiateurs et compagnie. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, la compagnie d'électricité a publié pour les gens, lorsqu'ils décident maintenant de se chauffer, qu'ils ont plusieurs possibilités, ou bien qu'ils sont devant un achat, ils leur ont dit, voilà, sachez que suivant la façon dont vous allez vous chauffer, ça va vous coûter cher à l'heure. Plus cher. Alors ça, c'est très intéressant. Voilà. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui coûte plus cher? Parce que c'est des questions qui reviennent sans cesse. Masgan, chauffage électrique à bain d'huile, chauffage électrique normal. Alors, donc, ce qui est le plus cher, c'est ce qu'on appelle en Israël Pitriot Rimum. Vous m'avez dit, hors antenne, ça s'appelle en français des chauffages d'extérieur. Des chauffages d'extérieur. Et ça a un effet décoratif aussi, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il faut noter qu'ils ont remarqué que dans les achats qui se font cette semaine, ces derniers jours-là, surtout c'est le décoratif qui est très précis. Je pense d'ailleurs c'est lié à la guerre. Peut-être les gens ont envie de se faire plaisir aussi comment ils vont se chauffer. Chaque fois, ils trouvent un moyen de mettre des choses peut-être avant qu'ils ne faisaient pas. Et donc, le plus cher, c'est lui. C'est 1,9 shekel par heure. Après, c'est les radiateurs 1,6. Et puisque vous avez même parlé, vous avez raison, le moins cher, c'est la clim. 96 agourotes seulement pour se chauffer. Donc, c'est, si vous pouvez... 96 agourotes quoi? Par heure. Que ça coûte. Okay. Et donc, ça, c'est très important dans les choix, lorsqu'on fait ce choix-là. Et si on peut, donc, comme on a dit, c'est préférer la clim. Autre chose aussi qu'ils donnent, qui a été publié cette semaine, c'est un calcul de combien va coûter l'électricité pour les ménages en moyenne, bien entendu, pour l'année 2025. On parle de un peu plus de 640 shekels. C'est 28 shekels par mois en plus que l'année dernière pour les raisons qu'on connaît, TVA et autres. Et donc, c'est assez lourd et c'est encore pour ça. Je parle pour l'électricité. Donc, que si on peut faire des économies à ce moment-là, quand on parle souvent, c'est-à-dire par exemple, aller voir si la compagnie d'électricité c'est celle qui est moins chère ou bien si c'est pas mieux d'aller dans le privé. Maintenant, une autre chose qu'on conseille aussi, c'est que d'habitude les gens font une facture tous les 2 mois et ils disent que lorsqu'on fait une facture seulement par mois, c'est plus facile de gérer les dépenses et on dépense moins. Donc, que peut-être il y a des gens surtout pour des gens qui ont des grosses factures, peut-être qu'ils passent à une facture mensuelle et peut-être ça aussi verront que ça leur baissera leur facture d'électricité. Enfin, une dernière chose qu'il faut noter, il y a eu cette semaine, on a annoncé, il y a des entreprises, je préfère plus, mais qui ont fait pour se chauffer des différents instruments qu'ils soient, que d'abord, c'est comme un générateur. Comme s'il y a une coupure, malheureusement, il faut faire très attention d'ailleurs quand il va faire très froid et le vent, il peut y avoir des coupures d'électricité, et donc, ça marchera même s'il n'y a pas d'électricité. Ils vendent des produits comme ça. Et également, une possibilité d'avoir de l'eau chaude en permanence quand on ouvre le robinet sans avoir bien sûr par le boiler qui est allumé par l'électricité. Donc ça aussi, si vous allez dans un magasin, vous trouverez peut-être qui ont la cote. Voilà. Ok. Tout à fait. Bon, ça c'était important. Merci pour ce petit point rafraîchissant, si j'ose dire. Merci. Voilà. Alors on continue avec bien évidemment l'inflation, un sujet inévitable dans cette émission. Alors ça a encore augmenté, Daniel, mais je vais finir
par m'énerver vraiment. Donc 0,6% en janvier. Alors j'imagine qu'il faut examiner le mode de calcul qui a changé pour mieux comprendre. Oui, ça aussi. Bien entendu, d'abord, votre colère est justifiée. On le savait. D'ailleurs, pour une fois, ça a correspondu aux prévisions des économistes. Dans la fourchette haute, on avait dit entre 0,5 et 0,6. Ça a été 0,6. Il faut voir sur un an, c'est 3,8%. Je voudrais quand même rappeler, avant d'être aussi en colère, mais ce que je dis souvent ici, est, point de vue du pouvoir d'achat des Israéliens, quand on regarde le salaire moyen des Israéliens, pendant cette période-là, elle a, à peu près des estimations qu'on a, pratiquement le double de l'inflation. Donc, les gens qui ont travaillé, il n'y a pas eu de problème. Les gens, vous venez de dire, oui, mais il y a des gens qui ont des allocations, et cela, c'est un problème. Alors, comme on en avait parlé dans la chronique précédente, l'allocation en Israël, tout ce qui est handicapé et autres, a été indexé, même plus que l'inflation, au niveau du salaire moyen. Donc là aussi, il n'y a pas eu de perte. Et au niveau, dernière chose, de l'épargne, si on regarde le mois de janvier, l'épargne a fait en Israël, quel que soit où là où vous avez épargné, vous avez gagné beaucoup d'argent, et la moyenne a été de 1%. La moyenne, je parle ce qu'on appelle les coupons de Gemmel, les fonds de retraite ou bien les fonds de formation Keren Ishtalmut. C'est ça qu'on regarde en investissement. La bourse aussi a fait à peu près plus de 1%. Donc on a été, en vérité, on n'a pas vraiment perdu d'argent, mais ça n'empêche pas que c'est un problème. Il faut dire aussi, avant que j'explique, que la Banque Hapoalim a publié d'ailleurs une perspective pour l'année prochaine. Elle dit comme ça, que pour toute l'année 2025, elle voit à 3% l'inflation, donc dans l'objectif du gouvernement. Mais si on regarde les 12 mois prochains, c'est-à-dire jusqu'à 2026, après janvier, alors on aura plus de 2,3%. Donc une nette décélération de l'inflation est prévue pour l'année prochaine, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Revenons maintenant, avant que Agnon nous dise ça. On remarque, Daniel, que vous restez définitivement optimiste, malgré tout. Non, ça, c'est les prévisions de tous les économistes déjà, il y a plusieurs mois, on aurait eu une pointe en janvier, on le savait, et qu'après, ça va descendre. Ça allait descendre. Donc, on attend de voir. Je voudrais juste donner quelques éléments, comme d'habitude, de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a augmenté énormément? C'est les fruits ont augmenté de 2,5%. C'était peut-être pour se préparer à Tobi Shvat. On avait parlé l'année dernière. Il y a eu divers. Je sais pas ce que c'est divers. Ils appellent ça divers. Ça a augmenté 3,3%. Et l'entretien pour la maison, 2,1%. La nourriture, 1%. Et par contre, et ça m'a étonné, les habits ont baissé de 4%. Et les légumes également de 2%. Augmentation pour les nouveaux locataires, ça c'est problématique, 3,3%. Je voudrais dire deux choses au niveau des appartements. D'abord, il y a pour ceux qui achètent un appartement, souvent le fait que quand il n'est pas prêt, quand il est sur plan, leur prêt, s'ils ont fait un prêt par rapport au Kablan, au promoteur, c'est lié à ce qu'on appelle l'indice de la construction. C'est normal parce qu'un promoteur, lui, il veut se protéger. Alors, beaucoup avaient acheté en décembre pour éviter la TVA. Et qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Qu'est-ce qu'elle a fait l'Institut statistique? C'est aussi quelque chose qui n'est pas normal. Elle a, au mois de janvier, là maintenant, elle a complètement changé sa façon de calculer l'indice de la construction. Ce qu'on appelle en hébreu, tsumot abliya, des frais de construction. Au niveau des salaires des employés, on sait très bien que la guerre a fait que les salaires ont beaucoup augmenté à ce niveau-là. Il y a une énorme demande, il faut savoir, j'ai vu, c'est passé de 1500 à 6000 postes qui sont demandés, qui sont libres, dans une augmentation de 200%, plus de 200% de demande dans ce secteur-là. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a changé maintenant sa façon de calculer, et tous les salaires de l'augmentation de salaire qui avait été en 2024 ont été partis sur ce mois-là 2025. On fait pas des choses pareilles. Alors ça a augmenté de 2,6% en un mois. Et donc les gens qui ont voulu éviter en achetant pour la TVA, en achetant des décembre, finalement ils vont devoir payer en plus de 2,6% car c'est un appartement sur plan. Et les gens n'ont pas apprécié cette façon de la statistique de faire. Je voudrais dire maintenant, aussi, puisqu'on parle de changement d'indice, on en a parlé la semaine dernière très longuement, qu'il faudra suivre dans les prochains mois, parce que ils ont changé le poids de chaque poste. Ils ont remarqué, comme je l'ai dit, les gens voyagent plus, etc. Et donc, si par exemple, les voyages vont baisser comme on pense, alors ça va baisser l'inflation. Ça, par exemple, des choses comme ça qui vont arriver. Ça, c'est donc au niveau des appartements. Ce que je voudrais dire encore pour les appartements, parce que j'ai encore eu des questions, des gens qui me disent, est-ce que vous pensez que ça va baisser ou pas? Très intéressant ce que j'ai vu. D'abord, qu'il y a 70 000 appartements des promoteurs qui sont pas vendus. Donc, c'est très, très important. Ça peut aussi peser sur les prix à l'avenir. Une autre chose qui peut peser sur les prix à l'avenir pour l'immobilier, c'est très intéressant. C'est que maintenant, les promoteurs payent beaucoup moins cher
ce qu'on appelle Reshut Mekaka Israël, c'est-à-dire à l'État d'Israël qui a les terrains. En 2 ans, les prix ont baissé de 21% lorsqu'ils achètent les terrains. Or, les terrains, lorsqu'on fait un appartement pour un promoteur, c'est quelque chose de très lourd dans le prix de l'appartement. Mais est-ce que ça a été répercuté Alors non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Aux futurs acquéreurs? Non, ça non. Mais il faut comprendre que maintenant, les appartements qui ont été achetés ou qui vont être achetés maintenant sont des appartements sur lesquels les terrains ont été achetés en 2021, 2022, par exemple. Mais ça veut dire, si maintenant les 2 dernières années, donc on parle 2023, 2024, baisse de 21%, ça veut dire que les promoteurs auront une meilleure marge et que les projets qui seront mis dans les prochaines années compteront du fait de cette baisse du prix que eux ils doivent acheter au Reshut Mekaka Israël. D'accord, donc ça veut dire qu'il faudra attendre encore un petit peu. Voilà, 2-3, mais il y a toujours une perspective, donc c'est possible que ça aide à faire baisser les prix des appartements ou à stagner. Voilà, c'est des éléments qui ont été en tout cas. On va devoir attendre comme toujours pour savoir. Alors on continue avec bien évidemment toujours sur les promoteurs. Oui. Et évidemment, les promoteurs immobiliers, on le sait, il y a des lois qui protègent les acheteurs lorsque, bien sûr, ils veulent devenir propriétaires. Mais ces lois qui les protègent ne sont pas toujours respectées par ces promoteurs immobiliers. Et là, ils se sont fait taper sur les doigts. Tout à fait. Le ministère de l'Habitat, ça veut dire du logement, a une possibilité de donner des amendes aux promoteurs si justement ils ne respectent pas les règles dont vous avez dit. Une règle très importante pour eux, c'est ce qu'on appelle Betoucha, c'est-à-dire quand vous achetez un appartement, surtout sur plan, il faut que votre argent il soit bien sécurisé. Savoir qu'il vient pour ce projet et que ce monsieur-là ne peut pas prendre votre argent pour faire un autre projet et des choses comme ça. C'est des choses qui sont juridiques. Maintenant, ce qui se passe, souvent les promoteurs, ils ont la main basse, peuvent avoir la tentation de prendre l'argent là et pour faire une autre chose. Ça, c'est très problématique. Et le ministre Alachikoun a d'ailleurs dit à ce sujet-là que il faut toujours, quand on achète un appartement, avoir son propre accompagnement juridique et que au moindre doute, même pour soi-même, de s'adresser à celui qui protège les acheteurs d'appartements au ministère d'Achikoun. Il y a un poste, un département qui s'appelle en hébreu Aganat Atzarkan pour l'achat d'immobilier dans le ministère dans le ministère de l'immobilier de logement, et donc de ne pas hésiter à faire appel à eux. Alors eux même ils font des inspections. C'était par une plainte. Un promoteur d'abord qui s'appelle Dvir. C'est intéressant. C'est quelqu'un qui construit à Netivot. Et d'ailleurs, un Olé Hadash avait acheté chez lui et il m'avait dit combien c'était dur pour lui et sa famille. Ils ont énormément d'embêtements face à ce promoteur. J'ai même indiqué un avocat et tout ça. C'était très, très, on voyait que c'était quelqu'un qui était vraiment pas dans la norme qu'il faut. Et il a été puni parce que, justement, il avait pris 7% du prix de l'appartement et pendant 2 ans, et il n'avait pas sécurisé cet argent-là qui lui avait été donné pour que bien que ça aille pour ce projet-là. Et donc, ça, c'est très grave, 250 000 shekels. Ça a été perdu pour les... Non, heureusement qu'il l'a pas fait, qu'il l'a pas utilisé pour, mais le fait même de pas faire ce qu'on appelle une betoucha, de pas faire ce qu'on appelle une betoucha, c'est très, il faut le faire. C'est pénal. C'est pénal, okay. Exactement. Et deuxième entreprise qui d'ailleurs fait à Jérusalem, qui s'appelle Kiryat Halavutvash, c'est-à-dire en français, la cité du lait et du miel. Qu'est-ce qu'elle a fait, lui? Déjà, faut se méfier. C'était plus intelligent déjà. Elle a dit à l'autre, voilà ce que tu vas faire. Tu vas me dire que tu m'achètes, mais tu sais pas un achat, tu vas comme me prêter de l'argent. Et après, tu auras une option aussi que tu pourras m'acheter un appartement. Donc ça, c'est pas légal. Eh ben non. Et il a voulu, pour ne pas avoir donné une betoucha, lui aussi, il a été pris sur le fait et il a dû payer maintenant 250 000 shekels. Bon, ben voilà, ça veut dire que quand parfois on parle de république bananière en Israël, etc., que les Israéliens sont toujours lésés, c'est pas toujours vrai. Il y a quand même des juges qui font leur travail et des gens qui sont sanctionnés. Voilà. Alors maintenant, une bonne nouvelle, une nouvelle qui nous réjouit, franchement, quand Dubaï investit dans la fintech israélienne, franchement, ça nous fait chaud au cœur, surtout lorsque on va dire, les patrons de ces entreprises sont franco-israéliens. Alors là, chapeau. Tout à fait. Il s'agit de l'entreprise fintech israélienne qui s'appelle Deal, en anglais D-E-L, en hébreu Deal, donc en français aussi. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est une plateforme qui permet à des organisations, des grandes entreprises qui sont dans beaucoup de pays, ils travaillent sur 150 pays d'ailleurs, que de pouvoir tout faire au niveau du salarié. C'est-à-dire tous les contrats,
tous les paiements et n'importe quel paiement que cette personne voudra faire. Et donc, c'est fait par une plateforme que c'est un produit qui a fait. Tous les besoins de l'entreprise. Voilà. Et vous vous rendez compte que d'un pays à l'autre, les lois, ils changent. Oui, et bien ben, sûr. elle dit, voilà, vous êtes à un endroit, ben, vous devez faire ça et ça. Tout est marqué, tout est fait. Les contrats de travail, les contrats de prestation de service, voilà. tout est réglé. Voilà. On soit à Tombouctou, à Paris, c'est extraordinaire. Voilà, tout à fait. Très bonne idée. Comment s'appelle ce chef d'entreprise? Justement, d'abord, celui qui a créé ça en 2019 s'appelle Alex Boisiz. Okay. Et celle qui est maintenant investie dans cette société, il y a eu deux gros investisseurs pour 300 millions de dollars. L'entreprise, encore une fois, sur une valeur de 12 milliards de dollars. Mais ce qu'ont fait ces investisseurs ont investi 300 millions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une s'appelle, comme je l'ai dit, le fonds de richesse des Arabes Unis, qui s'appelle Mubadala. D'accord. Et une autre, c'est une chaîne et un fonds américain General Catalyst. Et donc, eux, ils ont acheté une partie des parts que ont les fondateurs pour justement rentrer dans le capital de l'entreprise. D'accord. C'est une entreprise d'ailleurs qui n'est pas à la bourse. Et on lui a demandé est-ce que vous pensez à la bourse? Peut-être en 2026. Donc, il faudra quitter ça. Maintenant, donc c'est vraiment une réussite parce que elle, par exemple, par rapport à 2023, elle a augmenté son chiffre d'affaires de 70%. Et elle a 5000 employés et donc elle a également un chiffre d'affaires annuel de 800 millions de dollars, donc ce qui explique sa valeur de 12 milliards de dollars. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est bien que c'est un franco-israélien qui est à l'auteur de cette formidable entreprise. Mais extraordinaire, en tout cas. Merci pour ces nouvelles. Bon, elles sont pas toutes extraordinaires, mais au moins on est informé de ce qu'il se passe en matière économique dans notre pays. Grâce à vous, on vous en remercie pour ça. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Formidable.